Courageuse. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce que j'appelle la religion woke. Je dirais que d'abord quelques mots sur l'origine de ce livre. En fait, c'est la suite d'un livre que j'avais fait il y a 4 ans, je crois, qui s'appelait La philosophie devenue folle, dont le sous-titre était Le genre, l'animal, la mort, où déjà je discuter, critiquer certaines thèses autour du genre, autour de l'animal, c'est-à-dire l'idée que l'animal et l'humain c'est exactement la même chose, et aussi sur la mort, c'est-à-dire l'enthousiasme pour l'euthanasie, qui me semble quand même quelque chose d'assez étonnant. Mais il s'agissait là, à l'époque, de thèses, de questions vraiment théoriques, c'était plutôt de la philosophie traditionnelle, ce que j'ai l'habitude de faire. Mais effectivement, il y avait un peu la même chose que chez les woke, c'est-à-dire on part d'idées absolument bienveillantes qui seraient contre le fait de bien traiter les animaux, qui est contre arrêter la souffrance, etc., qui, d'une certaine manière, amènent à des conclusions extrêmement négatives, voire carrément abjectes. Et il me semble que de ce point de vue-là, ces idées-là ont des conséquences. Et effectivement, aujourd'hui, on voit que ce qui était juste un jeu d'universitaire, d'une certaine manière, américain ou pas américain, devient effectivement la pensée, me semble-t-il, assez dominante dans l'Occident, en tout cas, parce qu'effectivement, le reste du monde n'est pas dans la même situation. Ce dont je vais vous parler, c'est effectivement de tous les délires actuels, par exemple sur le genre. Alors il y a tous les jours quelque chose de nouveau, mais les hommes sont enceintes, vous le savez, les femmes ont des pénis. À Sciences Po, il est interdit de parler d'hommes et de femmes dans un cours de danse parce que parler de femmes, c'est discriminant. La race, si vous êtes antiraciste à la nouvelle sauce, si je puis dire, il faut être obsédé par la race et voir de la race partout. Ou la science. Vous avez peut-être vu que les étudiants maintenant de l'université du Minnesota en médecine ne prêtent plus serment à Hippocrate, mais ils se prêtent serment de combattre la binarité sexuelle, le suprémacisme blanc et la médecine occidentale qu'il faut remplacer par les savoirs traditionnels. Alors, de ce point de vue-là, il y a beaucoup, les choses ne sont pas justes dans les universités. On voit que les écoles maintenant succombent à cet engouement, par exemple autour des transgenres. Les entreprises sont dominées par ces impératifs de diversité, équité, inclusion. Tout cela se répand d'une certaine manière dans tout le monde occidental. Il me semble que le problème qui se pose, c'est que beaucoup de gens voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il faut avoir le courage, si je puis dire, de regarder les textes de tous ces auteurs et voir que finalement, cette doctrine woke, elle est relativement simple à comprendre, ou en tout cas, elle est assez facile à résumer. Alors, j'essaierai de vous montrer d'abord pourquoi je parle de religion, et non pas simplement d'idéologie ou de mouvement, etc. Ensuite, je vous donnerai les 3 ou 4 principales thèses de cette doctrine woke, c'est-à-dire la théorie du genre, la théorie critique de la race, l'intersectionnalité, et 4e thèse qui est moins connue, mais qui à mon avis est encore plus destructrice, c'est l'épistémologie du point de vue, c'est-à-dire une critique radicale de la science du point de vue des savoirs situés. Et ensuite, j'essaierai de voir quelles sont les conséquences qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation. Alors, premier point, c'est la question de la religion woke. Alors, pourquoi j'ai gardé ce terme de religion? D'abord parce que c'est le terme qu'ils ont employé eux-mêmes les premiers. Black Lives Matter, par exemple, présente ce mouvement sous le titre de Stay Woke. Woke, ça veut dire réveillé dans la langue populaire afro-américaine, et c'est quelque chose de très courant dans le reggae, dans le rap, etc. Erykah Badu, par exemple, a mis en avant ce terme de Stay Woke. Pendant les émeutes qui ont fait suite à la mort de George Floyd, c'était un terme qui était présent partout. Rester éveillé. Alors éveillé au sens de conscient des injustices, conscientisé, comme diraient les militants traditionnels. Alors, aujourd'hui, ils ont tendance à ne pas vouloir se reconnaître comme woke. Moi, il me semble que le terme de woke est pourtant très intéressant parce que cette idée d'un réveil, ça évoque ce qu'on appelle aux États-Unis, au XVIIIe et au XIXe siècle, les grands réveils religieux protestants, Great Awakenings, et il y a toute une tradition de réveil dans toute la pensée religieuse protestante américaine. Effectivement, c'est de ce point de vue-là. Alors pourquoi j'en suis venu à penser que c'était une religion? Je vous explique très rapidement.
En gros, je me disais, comment se fait-il que des gens que je connais depuis 30 ans, qui sont des gens savants, des collègues respectés, etc., du jour au lendemain, croient à des choses absurdes, comme la biologie n'est pas une science, il ne faut plus enseigner les lettres classiques parce que c'est raciste et viriliste, etc., etc., et refusent absolument de discuter avec moi, en l'occurrence, mais avec n'importe qui d'autre. Et je me disais, comment est-il possible que des gens intelligents croient à des idées aussi absurdes? Et puis un jour, j'ai eu un déclic, je me suis dit, ben justement, ils y croient parce que c'est absurde. Ils croient parce que c'est absurde. Et j'ai pensé à la phrase de Tertullien, le père de l'Église du IIIe siècle. Bon, même si la phrase a été un peu déformée, c'est credo quia absurdum. Je crois parce que c'est absurde. Et je crois qu'effectivement, ce jour-là, je me suis dit, c'est effectivement une religion, avec toutes les caractéristiques négatives de la religion, bien sûr. Ce n'est pas une religion positive, hein. C'est une religion d'abord parce qu'il y a effectivement un enthousiasme, une exaltation. Ils sont éveillés, ils voient le monde différemment de nous. Pour eux, le corps humain n'a pas d'importance à la conscience qu'on a d'être de tel ou tel genre. Pour eux, même si vous êtes antiraciste, vous êtes raciste parce que vous ne considérez pas la race. Pour eux, effectivement, le racisme est d'atmosphère, même si personne n'est raciste, le système est raciste, etc. Il y a chez eux un grand enthousiasme, une grande exaltation, et il y a avec cela toute une série... D'abord, il y a du prosélytisme, et on voit très bien qu'aujourd'hui, cette histoire-là est sortie des facs, elle est dans les écoles, dans les entreprises, dans les médias, etc. Il y a un prosélytisme d'autant plus fort qu'effectivement, il est difficile de convaincre des adultes responsables que le corps n'existe pas ou que la biologie n'est pas une science. Bon, c'est pas, je pense que la plupart des gens pensent que c'est difficile. Bon, on peut toujours l'enseigner à des gamins, on peut très bien leur dire, bah, ton corps ne compte pas. Ce qu'on dit aux enfants écossais à 5 ans dans les écoles, your gender is what you decide. Ton genre, c'est toi qui en décides. On voit la catastrophe qui suit. Alors, il y a cet aspect-là, il y a un aspect sectaire, effectivement, c'est une culture de l'annulation, hein, ce qu'on appelle la cancel culture, une volonté d'éradiquer complètement notre histoire, d'éradiquer les sciences, déclarées racistes et virilistes, etc. C'est tout à fait étonnant. Il y a par ailleurs toute une série de rites, notamment qu'on a vu au moment de la mort de George Floyd, qui évoquent effectivement une religion, demande de pardon, agenouillement, lavement des pieds des Noirs par les Blancs coupables ou par les policiers blancs coupables. Il y a des textes sacrés, des universitaires woke, les textes de Butler, les textes de Ibrahim X. Kendi, les textes de Robin DiAngelo, etc. Alors, cette religion, c'est une religion, je pense, post-protestante. Il me semble qu'effectivement, ça a pris la suite du protestantisme américain. Et un historien du protestantisme américain, Joseph Bottom, note que en 65, les protestants mainline, c'est-à-dire les protestants courants, étaient 50% de la population. Ils ne sont plus que 10% aujourd'hui. Donc il y a un effondrement aux États-Unis des pratiques religieuses protestantes traditionnelles. Alors, la question des évangélistes étant autre chose, c'est une religion américaine, puritaine, et évidemment, beaucoup de gens qui sont face à ça, notamment aux États-Unis, se rappellent des grands textes qui dénoncent le puritanisme anglo-saxon. Par exemple, La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, ce grand livre sur le bannissement de celle de la femme adultère, où beaucoup de gens pensent au livre de Philip Roth, La Tâche, le grand livre de Philip Roth, qui, pour ces militants woke, est un brûlot d'extrême droite. Ils disent de ce livre, qui est un des plus grands livres de la littérature américaine, que c'est juste... ça fait partie de l'attaque réactionnaire, etc. Alors, c'est une religion avec des différences avec les religions habituelles. C'est que c'est une religion... Alors, c'est aussi une religion, pardon, des élites. Hein. Effectivement, c'est plutôt une religion d'élite. Il y a notamment des travaux très intéressants d'un jeune chercheur doctorant américain, issu d'un milieu très pauvre, qui arrive dans les grandes universités américaines et qui dit pourquoi professe-t-il ce genre de choses absurdes? Et il dit ce sont des croyances de luxe, c'est un moyen de se distinguer. Si on dit par exemple, comme ils le font, qu'il faut définancer la police, les seules personnes qui peuvent en bonne raison dire ça, c'est des gens qui vivent dans des communautés fermées, qui ne prennent jamais les transports en commun, qui ont une police privée, etc. Et effectivement, je crois qu'il y a cet aspect-là. Les woke, ce ne sont pas des... c'est plutôt les élites blanches. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Noirs américains qui critiquent la manière dont cette religion woke a trahi les Noirs américains, notamment
en posant le problème tout à fait à l'envers, et notamment en disant les maths c'est raciste, donc les enfants noirs n'ont pas droit à l'enseignement des maths, il faut qu'ils discutent sur le caractère raciste des maths. Je vous citerai tout à l'heure un grand mathématicien américain d'origine roumaine qui dit bon, moi, en Roumanie, c'était une dictature, mais au moins on me laissait faire des mathématiques tranquilles, alors que ce n'est plus le cas aux États-Unis. Alors, c'est une religion d'élite, mais c'est une religion aussi sans pardon. Et c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'effectivement, il y a un péché, et le péché originel ici, c'est la blancheur, c'est le privilège blanc, mais c'est un privilège dont personne ne pourra se sauver. De ce point de vue-là, il y a quelque chose de tout à fait étonnant. C'est le fait qu'on ne peut pas se défaire de ce péché, on peut juste le reconnaître. Et on voit des séances extraordinaires. Vous connaissez sans doute cette vidéo de l'université d'Evergreen, où on voit toute une série de professeurs qui cèdent à la pression et qui montent dans une barque de l'égalité où chacun avant dit son privilège, je suis blanc, je suis svelte, je suis en bonne santé, je suis ceci, je suis cela, et ils s'excusent de leur privilège. Alors, oui, ça ressemble à... C'est les gardes rouges, sauf que les gardes rouges massacraient les gens après. Là, c'est les ridicules qui les tuent, je dirais plutôt. Mais ça vaut le coup de voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Evergreen College, c'est un truc extraordinaire, extrêmement inquiétant, et on n'en est pas loin ici. Alors, pas de pardon pour le privilège blanc. Et l'autre péché, c'est la masculinité toxique, le fait d'être un homme. Bon, là, on peut un peu s'en sortir, d'après Sandrine Rousseau, si on se déconstruit, si on arrive à faire un homme déconstruit, ou éventuellement même on change de genre. Donc, mais c'est quand même... c'est moins grave que la blanchité. La blanchité, on ne peut pas en sortir. Le privilège masculin, la masculinité toxique, on peut peut-être en sortir. Alors, évidemment, la grande différence avec la religion, c'est que c'est une religion sans Dieu, d'une certaine manière, et aussi sans avenir. C'est une religion apocalyptique. C'est-à-dire que je pense que la seule visée, le seul avenir qu'il y ait, c'est peut-être effectivement l'écologisme apocalyptique, et on voit ça par exemple avec Sandrine Rousseau qui mêle ce qu'elle appelle l'androcène, c'est-à-dire l'homme blanc est responsable de l'ensemble de la catastrophe, et on va vers l'apocalypse. Et si on regarde les penseurs principaux de la théorie critique de la race, ils ont une vision catastrophique. Pour eux, le racisme, c'est un cancer dont on ne guérira jamais. On voit par exemple les principaux auteurs de cette théorie critique de la race dire que l'avenir est très noir. Ils pensent que aujourd'hui, dit-il, si des Martiens venaient et voulaient remporter les Noirs dans leur vaisseau spatial en échange de technologies propres, etc., les Américains s'en débarrasseraient tout de suite, ils repartiraient comme ils étaient venus sur un vaisseau négrier, sauf qu'ils viendraient de Mars. Des choses bizarres. Alors, l'autre point, si j'insiste aussi sur la religion, c'est qu'à mon avis, l'explication habituelle que l'on donne, c'est de dire c'est la French Theory, c'est Derrida, c'est Foucault, c'est Deleuze. Ce n'est pas une bonne explication, il suffit d'avoir lu 5 minutes Foucault, Derrida ou Deleuze pour savoir que ce n'est pas le cas. Parce que d'abord, tous ces auteurs woke sont des auteurs identitaires, ils sont attachés à des communautés, des sujets, des identités fixes, et les auteurs de la French Theory sont des critiques de l'identité, quels qu'ils soient. Deuxième point, c'est que les auteurs de la French Theory ne sont pas en général des politiques, puisqu'au contraire, le postmodernisme, c'est l'idée de la fin des grands récits, de la fin du marxisme, etc. Troisième différence, surtout, qui est très évidente, c'est que les auteurs de la French Theory sont des auteurs ironiques, sont des auteurs avec humour, qui bougent beaucoup, alors que les militants woke sont des croyants au sens le plus basique du terme. Et puis, dernière différence, c'est que de fait, ils ne se réclament pas de ces auteurs-là. D'abord, soit parce que, pour le genre, ils avaient commencé bien avant ces auteurs-là, soit parce qu'ils ne veulent pas se réclamer d'auteurs de vieux, mâles, blancs, morts. Et de ce point de vue-là, par exemple, une des plus subtiles de ces auteurs, Bell Hooks, explique qu'il ne faut pas faire référence à Foucault, etc., parce que pour eux, ils critiquent l'identité. Pour eux, alors, cette critique de l'identité, dit-elle, c'est un luxe de riches. Nous n'avons pas encore d'identité, et donc si on veut faire une identité, il faut surtout se méfier de ces auteurs
postmoderne de ces auteurs, Foucault, etc. Alors, évidemment, je dirais que le fait que tout le monde dise « Ah ben oui, ça nous revient, etc. », c'est une espèce d'hubris mal placée. C'est-à-dire, on se dit « Ah ben on a réussi à casser on a réussi à saccager le monde, merci Foucault, merci Derrida, etc. » Même si on dit c'est grave, mais je pense qu'on surestime, si on lit les textes de ces auteurs, sauf Butler, mais qui est un cas très particulier, ils ne se servent pas du tout de ces auteurs-là, et ça n'a rien à voir. Des identitaires d'un côté, des critiques de l'identité de l'autre. Alors, le point, à mon avis, essentiel, en revanche, c'est le fait que cette religion, c'est une religion universitaire. Et c'est à ma connaissance, la seule découverte que j'ai peut-être faite, c'est la première fois qu'une religion naît dans les universités. Là, les universités ont enseigné, bien sûr, les religions chrétiennes ou autres, mais qui avaient commencé ailleurs avant. Et là, c'est la première fois qu'elles naissent dans les universités, ce qui a des conséquences assez inquiétantes, assez dramatiques, puisque au XIXe siècle, depuis le XIXe siècle, les universités, c'est le lieu de la critique rationnelle, c'est le lieu des Lumières, c'est le lieu de l'argumentation, c'est un lieu effectivement dédié à la critique des religions aberrantes d'une certaine manière. Or là, les plus enthousiastes des woke, ce sont effectivement des universitaires. Donc il ne sera pas possible facilement de les convaincre. Et je ne vois pas très bien quelle institution à l'extérieur pourrait remplacer l'université qui théoriquement devrait critiquer ce genre de choses. Et autre conséquence, mais alors là c'est pas juste autour des universités, c'est que c'est une croyance, alors une croyance au sens sectaire, et de ce point de vue-là, ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que les croyances, on ne les déracine pas comme ça. Je cite dans mon livre un livre absolument fameux d'un sociologue, le Festinger, qui s'appelle L'échec d'une prophétie, qui raconte comment il apprend en 54-55 qu'il y a une secte qui annonce la fin du monde pour le 25 décembre. Il va avec des élèves à lui dans cette secte, il se fait passer pour un membre de cette secte, en se disant qu'est-ce qui va se passer lorsque le monde ne va pas s'arrêter. Eh bien, il y a un petit moment de flottement. Et puis après, ils disent ah ben, heureusement qu'on a prié, grâce à nous, le monde n'a pas échoué, etc. Et ça continue comme ça. Et je pense qu'on est dans ce genre de phénomène, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas les convaincre, ni même les démentir par les faits. Donc je suis un petit peu inquiet, vous le comprenez. Mais aussi surtout le fait que ce soit une université, c'est-à-dire, et que les gens qui sont qui veuillent le moins discuter de toutes ces questions, ce sont des collègues, des gens que je connais depuis 30 ans et qui théoriquement sont des grands savants, etc. Alors, voilà ce qu'il en est, pourquoi je dis religion. Alors c'est une secte, mais, alors on me dit, tu aurais dû dire une secte, mais une secte qui a déjà largement réussi. Beaucoup d'universités fonctionnent comme ça, les GAFAM fonctionnent comme ça, les médias fonctionnent comme ça, les écoles, etc. Donc je pense que religion, ça dit bien à quel point c'est quelque chose qui a assez bien marché. Alors, qu'est-ce que c'est que le wokisme? Qu'est-ce que c'est que cette religion woke? À mon avis, c'est assez simple à résumer. Il y a deux thèses principales, la théorie du genre et la théorie critique de la race. Alors c'est des thèses anthropologiques, si on veut, c'est des thèses sur qu'est-ce que c'est que l'homme. Une thèse pratique, une thèse pratique et politique, qui est la théorie de l'intersectionnalité, qui permet de potentialiser les injustices de race et de genre pour essayer de se présenter comme des victimes et appeler à la révolution, d'une certaine manière. C'est en gros, pour les Français, je dirais, la convergence des luttes. C'est comment faire converger des luttes, sauf qu'on va pas mettre, alors on va mettre genre, race, et on pourra ajouter, suivant les pays ou suivant les occasions, décolonial, etc., etc. Grossophobie, habilisme ou capacitisme, les gens qui sont en bonne santé méprisent, victimisent les malades, etc. Ça, c'est les trois principales thèses. Et puis, il y a une thèse philosophique de philosophie de la connaissance, c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut pas arriver à une connaissance objective, il n'y a pas de vérité, tous les savoirs sont situés. Alors, je serai assez bref, mais quelques mots quand même sur la théorie du genre. Alors, j'insiste sur le terme, c'est le terme qu'ils emploient, même s'ils disent aujourd'hui non, mais pas du tout, si bien sûr. C'est la théorie du genre, et parce que la théorie du genre, me semble-t-il, d'abord, c'est la thèse la plus ancienne, ça commence dans les années 50, j'ai beaucoup parlé de cette histoire avec le tristement fameux John Monnet dans mon précédent livre, celui qui a massacré un gamin pour essayer de prouver sa thèse de manière... l'idée que la culture dépasse la nature, c'est-à-dire qu'on peut vous prenez un gamin qui est un garçon, vous l'éduquez en fille, ça devient une fille.
Ça ne marche pas, évidemment. Et ça, c'est une catastrophe qui est à l'origine de la théorie du genre et dont on n'aime pas qu'on parle. Si vous dites Monet à un spécialiste du genre, il dira ça, c'est pas possible. Donc c'est la plus ancienne, c'est aussi la plus universalisable d'une certaine manière, parce qu'il suffit qu'il y ait des hommes et des femmes dans une société pour qu'on dise c'est indigne, c'est injuste, il n'y a pas d'hommes et de femmes, il n'y a que des consciences. Et cette thèse, on peut la résumer ainsi: les corps ou le sexe ne comptent pas, seul compte ce que l'on appellera le genre, c'est-à-dire la conscience que l'on a d'être homme ou femme, ou n'importe quoi d'autre entre les deux, ou rien du tout, agent, etc. La dernière mode maintenant aux États-Unis, c'est eunuque. On veut être eunuque, donc on fait supprimer tous les organes sexuels et on met juste... voilà, c'est nullification, on nullifie, voilà. Alors, ce qui est très étonnant, et c'est pour ça d'ailleurs je pense qu'il y a eu la même... C'est pour ça aussi qu'ils sont venus vous interrompre la précédente conférence, c'est que c'est le plus exaltant d'une certaine manière. Alors, si vous voulez, la théorie critique de la race, c'est en gros soit de la lutte des races du 19e siècle, soit de la lutte des classes relookées. En revanche, la théorie du genre, c'est vraiment neuf. C'est vraiment quelque chose de neuf. C'est, d'une certaine manière, l'émancipation portée à son terme. On s'est libéré de tous les déterminants. Bon, on aimerait bien se libérer de la mort. Les transhumanistes l'annoncent, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Par contre, on veut faire croire qu'il est possible de se transformer à volonté et que le corps ne compte pas. C'est ça l'idée de base. Et c'est là qu'effectivement, il y a aussi un aspect très religieux. C'est une vieille hérésie chrétienne, la gnose, l'idée qu'il faut se libérer du corps qui représente le mal. Alors, de ce point de vue-là, le transgenre, la fluidité du genre, c'est au fond une espèce d'idéal contemporain. Je dis dans le livre, on me l'a reproché, c'est effectivement le héros de notre temps, comme disait Lermontov, c'est vraiment le personnage emblématique. Et effectivement, de ce point de vue-là, le genre, alors ce qu'Éric Marty dit, c'est le dernier grand message idéologique de l'Occident envoyé au reste du monde. J'ai tendance à me poser la question, est-ce que c'est le dernier au sens le plus récent ou est-ce que c'est l'ultime message avant la disparition? Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très étrange. Alors, l'enthousiasme est totalement délirant, voire par exemple Preciado, le plus célèbre de ces trans, qui choisit son nom de Paul après une nuit de songe où il pense à Paul, bien sûr, qui a fondé une autre religion qui était pas mal, et qui demande d'ailleurs que l'État français retire à l'Église la gare de Notre-Dame de Paris, la transforme en un centre d'accueil et de recherche féministe, queer, trans et antiraciste et de lutte contre les violences sexuelles. C'est une très bonne idée pour occuper Notre-Dame de Paris. Alors, la question, bon, les gens me disent, oui, mais tu as un affreux réac de dire ça, etc. Non, s'il s'agissait de jouer sur des identités, et cela pour des adultes consentants, je n'ai aucun problème, ça ne me dérange pas du tout, c'est ce que Bowie, Christine and the Queens, Bilal Hassani, etc., je m'en moque, c'est pas mon problème. Le problème, c'est un problème différent, c'est que ça a un succès colossal, considérable, chez les adolescentes. Donc voir le livre de Céline Masson et de Caroline Eliachev, bien sûr. Les chiffres sont extraordinaire. Il y a un nombre incroyable de changements de genre, d'enfants qui demandent à changer de genre. Bon, vous avez les chiffres dans le livre de Céline et de Caroline. Alors les gens disent c'est une libération de la parole. Non, pas vraiment, parce que si c'était une libération de la parole, il y aurait énormément de demandes de changement de genre chez les adultes. Ce n'est pas du tout le cas, ça n'a pas bougé du tout chez les adultes. Il n'y a pas des gens qui ont été opprimés toute leur vie et qui se disent enfin je vais pouvoir changer de genre. Et je pense qu'il faut surtout se rappeler que un disciple de Foucault, qui est Ian Hacking, un célèbre philosophe canadien qui enseignait au Collège de France, a très bien démontré que les catégories des sciences humaines et sociales, ce sont des catégories interactives, ce sont des catégories qui fabriquent des gens. Donc lorsque vous inventez une catégorie, il y a des gens qui se disent « c'est pour moi ». Il donne l'exemple par exemple de la folie, ce qu'on appelle la dromomanie, la folie du voyage au fin 19e, ou les identités multiples, l'idée qu'on a des maladies, identités multiples. On crée des catégories, mais on crée aussi des gens qui vont se reconnaître là-dedans. On pourrait se dire, c'est pas grave, les identités multiples, on en guérit, etc. Mais le problème, c'est qu'on propose à ces adolescents... Alors, autre point qui montre bien qu'il y a un problème, la dysphorie de genre au sens précis, ça touche les petits garçons vers 4-5 ans, et c'est rarissime. Aujourd'hui, ça touche des jeunes filles, adolescentes, et c'est
un problème de masse sur les réseaux sociaux, etc. Donc il y a quelque chose derrière cela qui est tout à fait étonnant. On voit effectivement, on fait entrer ces jeunes filles dans des thérapies de changement de genre qui vont ensuite avoir des effets dramatiques. Et on voit que ce qui est tout à fait étonnant, c'est que des pays qui étaient à la pointe, comme l'Angleterre, la Suède, font marche arrière. Et nous, on continue comme si de rien n'était, avec toutes sortes de manifestations, de menaces contre les gens qui disent que peut-être il est normal qu'à l'adolescence, les gamins hésitent sur leur sexualité, etc. C'est pas pour ça qu'il faut les médicaliser, les chirurgicaliser. À 15 ans, on n'a pas le droit, et c'est heureux, de consentir à une relation sexuelle aujourd'hui. Par contre, là, on peut changer de genre. C'est quelque chose qui est tout à fait étonnant. Alors, en plus, le problème, c'est que tout cela va conduire à quelque chose de plus grave, c'est-à-dire que on va nous demander, effectivement, en nous demandant d'accepter ces changements de genre, y compris alors dans le cas des adultes, on va arriver à différentes conséquences. D'abord, il faut effacer les femmes, il ne faut plus parler des femmes, parce que parler des femmes, ça voudrait dire que les trans hommes ne sont pas vraiment des femmes, c'est-à-dire que les trans qui ont encore des organes sexuels masculins veulent être appelés des femmes. C'est ce que fait le planning familial qui parle de pénis féminin, et les gens qui protestent le plus là-dessus, ce sont souvent les lesbiennes, parce qu'elles ne veulent pas accepter des hommes, enfin des hommes physiques qui disent « Ah ben moi je suis une femme, il faut que tu sortes avec moi, etc. » Ce n'est pas possible. C'est comme dire que les hommes sont enceints, voir aussi l'idée qu'effectivement il ne faut plus parler de femmes enceintes, de lait maternel, mais il faut parler de personnes qui ont leurs règles, de lait parental, etc. Je vous passe les absurdités. J.K. Rowling, pour avoir rappelé ça, et subi des menaces perpétuelles juste parce qu'elle a dit peut-être que pour appeler les personnes qui ont leurs règles, on pourrait dire femme. Elle a juste dit ça et elle était complètement interdite. Alors, ce qui est embêtant dans cette histoire, c'est que d'une certaine manière, on nous pousse à ne plus reconnaître le témoignage de nos sens, c'est-à-dire si vous avez devant vous un trans homme devenu femme qui vous dit il faut me traiter comme une femme, vous êtes obligé de lui dire madame, etc. Alors que tout vous prouve que c'est un homme. Alors je dirais qu'à la rigueur, pour des adultes consentants, on peut se dire ok, j'accepte d'entrer dans son délire, si je puis dire. Demander ça à un enfant, c'est évidemment le faire aller contre l'observation, contre le témoignage de ses sens, et aussi contre le langage. Parce qu'effectivement, si maintenant les femmes ont des pénis, etc., on perd le sens des mots. C'est tout à fait intéressant. Il y a un livre très intéressant de Kathleen Stock, qui est une philosophe analytique, qui a expliqué qu'effectivement, c'est une fiction, dit-elle, cette histoire des transgenres. Alors on peut aimer les fictions, comme on aime aller suivre des séries télévisées ou lire un livre, mais il y a un danger, dit-elle, qu'on soit lost in immersion, qu'on se noie dans cette immersion, qu'on soit tellement immergé dans cette réalité virtuelle. Évidemment, à aucun sens du terme, un homme devenu femme n'est une femme. Toutes les cellules du corps sont sexuées. La biologie dit qu'effectivement, dans l'espèce humaine, il y a deux sexes. Alors de ce point de vue-là, bien sûr, tous ces auteurs woke critiquent radicalement la biologie. Pour eux, la biologie, ce n'est pas une science, c'est une doctrine patriarcale, viriliste, etc. Il y a une infinité de sexes, dit un de mes collègues, si je puis dire, et de ce point de vue-là, il faut aller contre cette idée de deux sexes. Alors cette idée que la biologie n'est pas une science, évidemment, pour les plus âgés d'entre nous, enfin, ça nous rappelle bien sûr Lysenko, hein, c'est la doctrine lysenkiste, la science bourgeoise, la science prolétarienne. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce collègue dit il y en a marre de la biologie patriarcale viriliste, il nous faut une biologie matriarcale, féministe, etc. Bon, c'est une catastrophe ambulante et on va contre la biologie. Et alors, ce qui est encore plus gênant, si je puis dire, et c'est ce qui fait que je suis un peu plus inquiet, c'est que cette idée au fond, de tourner le dos à la réalité, hein, c'est aller contre la science et contre la réalité, ça va tout à fait dans le sens des GAFAM, c'est-à-dire l'idée du métaverse. Où est-ce qu'on peut changer de genre sur un simple clic? C'est dans les réseaux sociaux, dans le métaverse. Les gens, dans le monde réel, ça ne marche pas et c'est une catastrophe, et on voit les mutilations que font certains médecins qui bientôt seront, à mon avis, poursuivis par les gens qui ont été victimes de leurs agissements. Mais c'est effectivement quelque chose qui va tout à fait dans le sens des GAFAM. Alors déjà, il
il y a pas mal d'années, Christopher Lasch, à propos des gens qui travaillaient sur les ordinateurs, dit qu'effectivement, il y avait ces travailleurs du monde virtuel qui vivent dans un monde d'abstraction et d'image, d'un monde virtuel. Et plusieurs auteurs ont noté qu'à propos du Covid, on s'est bien rendu compte qu'effectivement, il y a ceux qui vivent dans le monde réel, qui nous ont livré de quoi manger, etc., qui ont fait les travaux dans le monde réel, et puis il y a les gens qui sont sur Internet, et bizarrement, ces gens qui sont sur Internet sont de plus en plus coupés du monde réel. Et c'est ça qui est très étonnant. L'épidémie de Covid, loin de limiter tout ça, a fait exploser ces engouements pour le genre, etc. Ça va d'ailleurs dans le sens du transhumanisme, et effectivement, il y a souvent l'idée, il y a par exemple quelques grands partisans du transhumanisme qui sont aussi des transgenres, qui font une propagande effrénée pour cette idée d'un changement de genre à volonté. Donc je pense que cette question du genre, c'est la question la plus sensible et c'est la plus enthousiasmante. C'est ça qui est très étrange, mais enfin... alors, ce que dit par exemple Abigail Shrier, qui est une journaliste du Wall Street Journal, qui a fait un livre fabuleux là-dessus, qui s'appelle Dommages irréversibles. Le livre a été interdit pendant un moment sur Amazon, retiré d'Amazon. Elle explique que, effectivement, si vous êtes une jeune fille blanche d'un milieu bourgeois, etc., vous êtes perdu, vous n'êtes victime en aucun sens du terme. Si vous cliquez sur « Je suis en train de changer de genre », vous avez tout de suite 10 000 followers qui disent « Bravo, super, rejoins-nous, etc. » Quitte ta famille habituelle pour rejoindre ce qu'ils appellent la glitter family, la famille avec des paillettes. Et il y a effectivement, c'est le moyen de devenir populaire du jour au lendemain. Et il est évident qu'il y a plusieurs études qui ont montré que les réseaux sociaux jouent un rôle tout à fait déterminant dans cet engouement transgenre. Si on dit épidémie, on est interdit de... Bon, voilà, je ne dis pas épidémie, je dis engouement transgenre. Alors, le deuxième aspect, je serai plus rapide là-dessus parce que c'est plus évident, c'est ce qu'on appelle la théorie critique de la race. C'est le contraire, effectivement, de ce qu'on appelait auparavant l'antiracisme. C'est une théorie qui est obsédée par la race et qui, si vous dites par exemple, formule que j'utilise souvent, je me moque que vous soyez noir, blanc, jaune ou vert, ça c'est une formule ultra raciste parce que vous ne voulez pas voir que effectivement les couleurs sont déterminantes. C'est une idée de blanc et de ce point de vue-là, ils vont jusqu'à critiquer Martin Luther King qui rêvait que ses 4 enfants un jour seraient dans une nation où ils ne seraient pas jugés par la couleur de leur peau. Ça, c'est tout à fait raciste d'après ces nouveaux antiracistes. Parce qu'il faut toujours tenir compte de la couleur pour discriminer à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut toujours traiter différemment, c'est ce qu'ils appellent l'équité, mais c'est juste le contraire de l'équité, traiter différemment les racisés, comme ils disent, et les blancs, parce qu'effectivement, il faut des discriminations pour lutter contre les discriminations. Si vous niez que vous êtes raciste, c'est justement que vous l'êtes encore plus, et donc... c'est une situation paradoxale, on ne peut pas en sortir effectivement. Et Robin DiAngelo ou Ibrahim X. Kendi ont fait des bouquins qui se vendent à des centaines de milliers, voire des millions d'exemplaires pour expliquer aux Blancs comment se haïr eux-mêmes. Ce n'est pas des manuels de self-help, c'est des manuels de self-hate. Il faut toujours tenir compte de la race pour lutter contre les discriminations. Alors, bon, prenons un exemple en France, Pape Ndiaye, notre nouveau ministre, qui n'a jamais eu le moindre souci autour de la race, a dit qu'il a eu une révélation en arrivant aux États-Unis qu'il était noir, et il disait il y a quelques mois encore, déjà ministre de l'Éducation, or on ne parle pas assez de la race en France à cause des racistes et de l'extrême droite. Non, on ne parle pas de la race parce qu'on est républicain et universaliste, ou on l'était en tout cas. Et donc c'est tout à fait étonnant parce qu'il y a effectivement l'idée que le racisme est omniprésent. Le racisme, ce n'est pas une faute individuelle qu'il faut punir, condamner, etc. C'est un système. Le racisme est systémique, institutionnel, d'atmosphère, donc un racisme invisible. Donc même si vous ne voyez aucun racisme, c'est qu'il existe aussi. Il y a effectivement une critique de l'idée de responsabilité individuelle et aussi, surtout, une critique de l'universalisme, effectivement. L'idée d'universalisme, c'est une idée de blanc. Il faut toujours regarder la race. Il faut être obsédé par la race. Bon, on voit ces questions-là chez des gens comme Ouria Boutelja, etc., qui reprennent cette idée. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'évidemment, les plus critiques de cette vision-là, ce sont souvent des universitaires ou des intellectuels noirs qui n'acceptent pas, justement, qu'il y ait une éducation
pour les Noirs où on parlait de justice sociale et pas de maths, qui est une éducation où on n'enseignerait pas les lettres classiques parce que c'est raciste, etc. Ce sont des gens, alors il y a des tas de vidéos très émouvantes d'ailleurs, de parents d'élèves qui vont dans des conseils d'école où on dit aux enfants, aux blancs vous êtes des racistes et aux noirs vous êtes des victimes, qui vont se plaindre et dire moi je m'en suis sorti, je ne suis pas une victime, je suis quelqu'un qui a réussi socialement, professionnellement, c'est insupportable. Et donc là il y a effectivement, ce sont ne parlons pas des latinos qui en plus aussi sont discriminés de notre manière, c'est tout à fait évident. Et là effectivement on sort tout à fait de l'idéal républicain classique. Alors je n'insiste pas trop là-dessus. La troisième thèse, c'est une thèse politique qui permet de potentialiser les deux précédentes. C'est la théorie de l'intersectionnalité. On est toujours victime de plusieurs discriminations et ces discriminations non seulement s'ajoutent mais se potentialisent. C'est inventé par Kimberlé Crenshaw qui a fait 2 articles dans lesquels elle a développé ça. L'image n'est pas bête, c'est-à-dire qu'elle part de procès faits par des femmes noires contre leurs entreprises, pour se plaindre qu'elles sont discriminées non seulement comme noires, mais aussi comme femmes, et aussi éventuellement comme grosses, etc. Et donc il y a l'idée qu'on est au croisement de plusieurs victimisations, et qu'à ce moment on peut potentialiser ces victimisations. Il faut essayer effectivement de rajouter à ça. Alors ça c'est très pratique, c'est un instrument, si je puis dire, un Lego, il suffit de rajouter une discrimination. Je dis par exemple maintenant neurodifférents, donc les neurodifférents sont victimes des neuros standardisés ou des choses comme ça. Donc tout ça peut être une victimisation et ça pousse à des questions politiques. Alors la thèse, quatrième point, la thèse philosophique qui est moins connue, mais qui à mon avis est la plus grave, et qui est celle qui enthousiasme en ce moment les woke. J'ai le malheur d'être épistémologue, donc je les vois défiler toute la journée. C'est l'idée qu'il n'y a pas de science possible, parce que la science, elle est toujours d'un certain point de vue, c'est ce qu'ils appellent les savoirs situés, l'épistémologie du point de vue, etc. On ne peut pas faire abstraction des conditions de race, de genre, etc. Et il faut détruire complètement la science occidentale qui doit disparaître puisqu'elle a servi la colonisation, etc. Alors ça part d'un point de vue qui est tout simple, c'est-à-dire qu'évidemment il y a des biais liés à la société, etc. Ça s'appelle la sociologie des sciences, on en fait depuis un siècle à peu près, mais eux ils disent que ces biais, il ne faut pas s'en défaire, essayer de s'en défaire, il faut au contraire les renforcer. Et donc il faut que les dominés en général fassent la nouvelle science, il faut dépasser la science blanche, occidentale, viriliste, etc. Je vous ai parlé tout à l'heure des mathématiques, Leiderman qui dit c'est invraisemblable, on m'empêche de faire des maths alors que c'est ce qu'il y a de plus pur. De ce point de vue-là, au passage, autre preuve que ce n'est pas du Foucault, Foucault n'a jamais mis en question le caractère formel et scientifique des mathématiques. Il discute des sciences humaines, il ne discute pas des maths ou de la physique ou de la biologie, etc. Alors, c'est effectivement une science qui est... alors, il propose de faire une science située. Il y a un exemple fameux qui a été repris, que j'ai fait dans mon livre, mais qui a été repris dans Le Point, ou dans l'Express, c'est la Nouvelle-Zélande, où effectivement, maintenant, on enseigne les savoirs maoris, les mythes maoris, au même titre que la science. C'est-à-dire que dans les cours de science, il y a les mythes maoris. Alors évidemment, les biologistes du monde entier disent c'est créationniste, on n'a pas poussé dehors la religion chrétienne pour accepter ces mythes. L'immense majorité des chercheurs de Nouvelle-Zélande, la Royal Society de Nouvelle-Zélande, s'est convertie à cela. Alors bon, bien sûr que c'est des mythes très beaux, très intéressants, mais ce n'est pas de la science. Et ils ne veulent pas du tout ça. Alors, vous avez une version de ça encore plus ridicule, c'est notre chère Sandrine Rousseau, il faut quand même la nommer dans ce genre de choses, qui fait l'éloge des sorcières, les sorcières qui jettent des sorts plutôt que les ingénieurs qui construisent des EPR. Bon, au passage, je dirais qu'en plus, elle s'en prend à Descartes, elle s'en prend à Darwin, dont elle ne sait pas qu'il l'a vécu après Malthus, elle le met avant Malthus, enfin bref, c'est honteux et c'est une collègue, soi-disant. Bon, bref. Et il y a aussi l'idée que finalement, au fond, il faut remplacer la connaissance, la science, par l'expérience vécue. Donc moi, je sais, donc j'ai vécu ça, donc tu ne peux rien dire, toi, tu n'es pas une femme noire, etc. Tu ne sais pas ce que c'est que ceci ou cela. Et donc, c'est évidemment une impossibilité de sortir de soi-même et d'essayer d'atteindre l'objectivité. Je pense que c'est une catastrophe. Je vous dis, on le voit
En biologie, c'est clair. En maths, c'est clair. En médecine, ça commence. J'ai parlé de ce serment, etc. Et moi, un de mes étudiants qui a quitté la philo parce qu'il n'en pouvait plus de tout ça, il m'envoie un mail. Il fait de la médecine, mais devinez sur quoi j'ai eu le premier cours, les questions de genre en médecine et les discriminations liées à la race, etc. Je lui dis, tenez le choc, mais bon. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué parce qu'ils ne lâcheront pas. Ils veulent détruire la science occidentale. Voilà, alors pour conclure, enfin, évidemment, donc tout ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il s'agit d'une critique radicale des Lumières. Ce n'est pas un mouvement de gauche, contrairement aux apparences, c'est un mouvement qui n'est pas progressiste, etc. Ils sont contre l'universalisme. La théorie critique de la race dit qu'on ne peut pas sortir d'une communauté, on ne peut pas se défaire de son existence. Alors ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, ils retrouvent des formules exactement qu'employaient les contre-révolutionnaires. Par exemple, ils disent « il n'y a pas d'homme universel, l'homme universel n'existe pas ». C'est exactement ce que disait De Maistre. J'ai vu des Français, des Italiens, des Russes, mais je n'ai jamais vu l'homme, critique des droits de l'homme. Ils s'opposent à l'idée d'un individu autonome, de l'idée qu'on peut choisir ses identifications. C'est ce que dit très bien Bret Easton Ellis, l'écrivain. Il dit leur but, c'est de se débarrasser de l'individu, de retourner à une pensée tribale. Et Bonald dit il faut faire une philosophie du nous contre le moi. On ne doit pas penser comme un individu autonome. Et critique de la raison, du rationalisme au nom de l'expérience vécue, etc. D'ailleurs, les fondateurs de ces théories sont très explicites. Delgado et Stefanczyk disent qu'il faut s'en prendre à l'universalisme, l'individualisme, le progrès, les fondements de l'ordre libéral, le rationalisme des Lumières, les principes neutres du droit constitutionnel. Donc ils voient exactement quelle est leur cible. Alors, en conclusion, si je puis dire, alors, je dirais d'abord deux choses. Il y a une question géopolitique qu'il faudrait envisager, d'autant que je parle à côté de Florence. C'est une affaire qui n'affecte que l'Occident. Moi, mes étudiants chinois, d'abord, quand je leur racontais ça, ils rigolaient. Puis après, ils voyaient que j'étais un peu affecté. Ils me disent, venez, ne vous inquiétez pas, vous viendrez chez nous, continuer à enseigner, etc. J'y songe, effectivement. Même chose pour Poutine, qui se sert de tout ça pour montrer à quel point on est décadent. Hein. Bon, il analyse ça très en long. Alors évidemment, c'est un prétexte, mais il s'en sert. Et on parlait des militants islamistes. Il est très étonnant de voir que, par exemple, la chaîne AJ+, destinée aux jeunes pour Al Jazeera, fait l'éloge du LGBTQIA+, qu'ils expliquent en détail sur leur chaîne, se plaignent que Harry Potter n'ait pas assez de héros issus de l'immigration, enfin racisés, et effectivement qu'elle soit islamophobe, etc. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Il me semble qu'effectivement, il faudrait déjà se rendre compte du problème. Ce qui m'a un peu rassuré, c'est que j'ai eu beaucoup de politiques de droite et de gauche qui sont venus me voir en me disant c'est super, je comprends ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, je ne sais pas que leur dire exactement, mais je pense qu'il est possible de faire quelque chose. Ce n'est pas une question de droite et de gauche, je dirais que c'est plutôt une question réalité ou rêverie, au monde irréel, hein, d'une certaine manière. Je dirais que les universités de lettres et sciences humaines, je suis très pessimiste. Je pense qu'on ne pourra pas, enfin en France en tout cas, on ne pourra pas inverser les choses. Et beaucoup de gens me disent mon fils voudrait faire de la philo, mais pas ce genre d'absurdité. Je lui dis je ne sais pas où, il n'y a pas d'endroit. Je pense qu'il faudrait essayer de sanctuariser les facs de sciences et de médecine. Et je pense que les quelques scientifiques commencent à se réveiller et se dire bon, il faut arrêter ce genre de choses. J'ai un cancérologue qu'on connaît qui fait partie de nos groupes de résistants qui perd son... Donc on oblige à suivre des semaines du genre au lieu de s'occuper du cancer. C'est quand même plus urgent, plus important. Alors, peut-être faudrait-il aussi essayer d'endiguer les bureaucraties universitaires, de diversité, équité, inclusion, couper les crédits européens sur le genre ou les crédits de la ville de Paris sur le genre, etc. Ça peut marcher parce que je pense que les gens ont vu que en Floride, le fameux DeSantis, bon, les gens ne l'aiment pas, mais bon, a fait campagne sur ces deux questions. Pas de théorie critique de la race dans les écoles, pas de théorie du genre pour les écoles primaires, maternelles et primaires, ce qui n'est pas dramatique. Et il a gagné avec très bon score. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent se réveiller là-dessus. Alors, il me semble aussi que, au fond, les hommes ordinaires sont plus susceptibles de réagir. C'est pour ça que j'ai cité Orwell au début de mon livre.
l'évidence, le sens commun, la vérité devait être défendue, les truismes sont vrais, il fallait s'appuyer dessus, le monde matériel existe, ces lois ne changent pas, les pierres sont dures, l'eau humide, et les objets qu'on laisse tomber se dirigent vers le centre de la Terre. Si vous dites ça aujourd'hui, vous êtes considéré comme un affreux, réac, transphobe, etc. Ben, il faut oser le faire. Je pense qu'il faut dire non. Bien sûr, en même temps, c'est vrai que toute cette histoire montre bien qu'il y a un vide religieux, un vide de sens, un vide d'aspiration. Et ça, c'est un autre problème pour lequel je n'ai pas de solution. Voilà. Je vous remercie. Merci.